le monde a entendu parler du général Draža Mihailović, mais il s'agit surtout de ce que le pouvoir voulait que soit entendu. Dans le film La République d'Užice, le personnage jouant Draža est montré en train d'allumer sa cigarette avec une lampe perpétuelle et combien il boit de l'alcool, souvent et beaucoup, en règle générale à l'improviste. Ses officiers boivent aussi, et ils mangent du rôti, avec les mains. Les communistes montraient Draža comme un ivrogne dès son procès à Belgrade en 1946. En prison, ils le prenaient en photo en train de boire, et cette photo était ensuite souvent publiée. Mais aussi bien lors de ce procès que plus tard, cette histoire d'alcoolisme n'était pas le but ultime recherché. C'était simplement la base qui permettait de diffuser une idée bien plus importante, que Draža était incompétent en matière militaire et politique, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas été à la hauteur de sa mission. De plus, il était prétendument indécis, confus et dépourvu d'autorité. De nos jours, le prétendu alcoolisme est largement tombé dans l'oubli, mais presque toutes les autres thèses ont survécu, y compris dans l'historiographie officielle. Comment était réellement le général Draža Mihailović ? Commençons la description de la personnalité de Draža Mihailović par sa profession. Il était officier de métier. Chaque métier affecte la personnalité de l'individu, et en particulier les métiers militaires. Pojavom masovnih armija u 18. i 19. veku ukazala se potreba za velikim brojem oficira. To su ljudi koji su u vojnoj hijerarhijskoj strukturi zauzimali različite nivoe komandovanja. Les officiers sont depuis lors choisis selon deux types de sélection. La première est ce qu'on appelle la sélection formelle. Il s'agissait notamment de déterminer les capacités psychophysiques, les qualités morales et de caractère, les capacités d'apprentissage, etc. Le deuxième type de sélection est la sélection dans la pratique, c'est-à-dire dans des conditions de guerre. En temps de guerre, dans des conditions de grande tension psychique, physique et de stress, on voit qui est capable de prendre les bonnes décisions et d'accomplir les missions complexes. Tako se iz mase kandidata izdvajaju oni koji su kadri da vode vojske i narode. Posebno naglašavam narode zato što je vrlo često u istoriji bilo da vojni komandanti su ujedno obavljali i političke funkcije uz svoju vojnu ili nakon vojne karijere. Za generale to je još važnije. To su ljudi koji komanduju operativnim i strategijskim grupacijama. Oni komanduju velikim brojem ljudi i bitno utiču na ishod rata. Draža a participé aux guerres presque continuellement, de 1912 à 1920, puis de 1941 à 1946. Sve predispozicije koje oficir stekne u toku školovanja i mirnodopske službe dolaze na probu u ratnim uslovima. Tamo oficir mora ispoljiti otpornost na stres, brzinu razmišljanja, snažljivost u nepredviđenim situacijama, improvizaciju. To od oficira u stvari čini pravog ratnika. U ratu se među oficirima razvija posebno ratno drugarstvo. Tako da oficir sa ratnim iskustvom daleko nadilazi onoga koji je svoju karijeru gradio u mirnodopskim uslovima. General Mihailović i njegovi saborci imali su tu zlu kob, ali i sreću da učestvuju u svim oslobodilačkim ratovima i ratovima za ujedinjenje. Tamo se među njima formirao pobjednički mentalitet. Au cours de la guerre d'avril 1941, Draža fut commandant du département opératif de la 2e armée, puis commandant du détachement rapide et le premier maquisard en Europe. Peut-être aurait-il été en théorie possible qu'une personne confuse et incompétente ait atteint l'un de ces postes, mais que la même personne les atteigne tous, c'est totalement exclu.
Contrairement à ce que prétendait la propagande de la Yougoslavie socialiste, les documents montrent que Draža avait de l'autorité et qu'il avait créé une organisation vaste et disciplinée. Les collaborateurs de Draža disent la même chose. Le docteur Ognjan Adum de Belgrade a passé 10 mois au commandement suprême de Draža en tant que cryptographe. Après la guerre, il a fait de la prison, mais il avait tout de même réussi à faire des études de médecine et à devenir chirurgien. Dans une interview de 2009, le docteur Ognjan Adum témoigne. Draža je bio ovako vrlo, bio odlučan, imponovao je svima bio, ali je bio relativno blag, pravedan čovjek. U zapadnoj Srbiji da su prozivkala ta sela, vide se, to je vladao takav red, tako poštovanje i oni seljaci, svi su se vrlo ovako ozbiljno ponašali, tako da tu nismo primetili nikakve ekscese, tako da je vrlo pravičan bio i ovako čovjek širokih pogleda, ovako zaista demokratski orijentisan i želeo da mu vojska bude i mislim takva da služi narodu, da narod dobije zaista jedno pravedno demokratsko uređenje, to se apsolutno moglo vidjeti. Put nekad imao po 50 odgovara na pročita ono što je dešifrovano telegram je da odgovara na 50 odgovara, to je vrlo brzo, to koncizno odgovarao, snalazio se. Draža était clément avec ses collaborateurs, sauf lorsque la sévérité était nécessaire. Le meilleur exemple est son camarade de classe et frère d'armes, le colonel Jevrem Simić. En raison d'une maladie, Simić avait été démobilisé à la veille de la guerre, mais il se porta volontaire en 1943, ayant le désir d'apporter son aide. Draža avait appelé le colonel Jevrem Simić à venir sur la Ravna Gora, et il le nomma chef de l'inspection générale des troupes. Mais les agents du renseignement de Mihailović à Belgrade ont bientôt informé que le colonel Simić était devenu un agent à la solde des Allemands, et qu'en fait, il avait été envoyé sur le terrain par les Allemands. Draža a demandé des vérifications, une première fois, puis une deuxième, puis une troisième. Lorsqu'il a finalement reçu des preuves irréfutables, le colonel Jevrem Simić a été fusillé. Priču o tome da je Draža bio blag, naročito su širili seljaci. To je razumljivo jer se Draža često kretao među seljacima i među narodom uopšte i normalno da prema njima je bio blag, nije bilo potrebe da bude prema njima, dakle, oštar. A ovdje je zanimljiva jedna druga stvar. Dok Draža ima stotine slika sa narodom, Tito nema ni jednu jedinu ratnu sliku sa narodom, niti sa civilima uopšte. Dakle, Draža je bio među narodom, a Tito se krije od naroda. Les témoignages des participants à la guerre, selon qui Draža était quelqu'un de clément envers la population, se sont croisés avec la propagande prétendant que c'était un faible. Ce croisement a finalement conduit à raconter que Draža était fait pour devenir patriarche de l'église orthodoxe et non le général d'une armée. Za nas koji smo čitali originalna ratna dokumenta, priča o tome da je Draža bio blag, slab, smušen, mlak i tako dalje, nema osnova. Kod njega zapravo vrlo često sećemo u naredbama, sećemo reči bez milosti. Ja naravno ne bih rekao da je on bio nemilosredan, već prosto rekao bih da je on bio general koji je izvršavao svoju dužnost. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Draža avait personnellement combattu, face à face, d'abord contre les Ustashi en avril 1941 à Derventa. Il se battra contre eux jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils partent de Bosnie en avril 1945. Voici un de ses ordres caractéristiques à propos des Ustashi. Les Ustashi doivent être détruits sans pitié où qu'ils se montrent. Ou cet ordre de fin 1942. Nous détruirons tout ce qui est Ustashi sans pitié à cause des 600 000 des nôtres qui ont été massacrés. Dans le même esprit, Draža avait adressé un message aux musulmans et aux Albanais. Ce message dit « Votre destin est entre vos mains. Si vous continuez à écouter vos meneurs, mercenaires à la solde des Allemands et des Italiens, vous vivrez ensemble avec eux le sort difficile réservé aux malfaisants et aux criminels de guerre, envers lesquels il n'y aura ni pitié, ni compassion. » Les postes de radio allemands espionnaient les postes de radio tchétniques, mais les tchétniks surveillaient les agents allemands. Pour eux, les ordres de Draža étaient simples. Par exemple,
Franja Nikolić, un Allemand du Banat, parcourt la Serbie accompagné d'un ami se présentant comme marchand de tabac. Mais en réalité, ce sont des agents de la Gestapo. Capturez-les et détruisez-les. Ou alors, la Gestapo a envoyé un agent nommé Staša Jetrović. Détruisez-le dès qu'il se montre. L'expression sans pitié se retrouve dans un large panel des ordres de Draža. Par exemple, voici comment il a réagi en apprenant qu'il y avait eu un vol dans la caisse d'une de ses unités. Il y a de l'or dans la population, ça je le sais, car nous l'avons échangé contre des billets de banque. Mais je poursuivrai les détournements de fonds sans pitié. Dans la nouvelle Yougoslavie, il y aura la peine de mort pour ceux qui volent l'État. Fin de citation. Et ceci est son ordre concernant la corruption de manière générale. Le jour du soulèvement total, tous les corrompus notoires seront arrêtés et rossés sans pitié. Fin de citation. Izrazi poput uništiti ili likvidirati uobičajene su u vojnoj terminologiji. Oni u stvari pokazuju da se operacije moraju voditi sa odlučnošću i da je njihov cilj potpuno uništenje neprijatelja. Za razliku od onih gdje se govori potisnuti ili zauzeti, koji imaju dosta ograničen cilj. Naredbe koje smo mi pominjali, gdje se govori bez milosti ili do potpunog uništenja, one samo dodatno pojačavaju taj naredbodavni ton. I one su više u kontekstu građanskog rata. Jer su kod nas ljudi, posebno Srbi, vrlo teško stupali u taj građanski rat. Oni su uvijek imali osjećaj da pred sebe imaju Srbe, a ne komuniste. Što ih je dosta ograničavalo u tome da se prema njima odlučno ponašaju. Ovakav tip naredbi ne izlazi iz običajenog vojnog rečnika i vojne terminologije, za razliku od komunističkih naređenja koje su vrlo često bili politički pamfleti stvoreni samo na izazivanje mržnje. Un exemple de pamphlet haineux est l'ordre donné par Tito d'attaquer les Tchétniks en Bosnie centrale, datant de novembre 1942, qui stipule « Il faut être impitoyable envers les meneurs tchétniks et leurs bandes immondes ». Fin de citation. Quelque temps plus tard, Tito réitère « Nous vous rappelons que sur le mont Ozren, des bandes de Tchétniks immondes sont stationnées. » Fin de citation. A contrario, Tito utilisait un vocabulaire différent pour parler des Oustachis. Un exemple est l'ordre d'attaque dans la région de Livno, également de novembre 1942, qui dit « À Livno même, il y a environ 500 à 600 Oustachis, majoritairement des jeunes combattants. Cette garnison ennemie ne montre aucune activité envers nos unités. Même les villages qui étaient auparavant favorables aux Oustachis se rapprochent maintenant de nous et envoient à nos unités de l'approvisionnement en nourriture qu'ils ont eux-mêmes collecté par des contributions volontaires. » Draža était le chef d'état-major du commandement suprême de l'armée yougoslave, dont le commandant suprême était le roi Pierre II Karađorđević, qui se trouvait en exil à Londres. Draža s'adressait à son commandant avec déférence, continuellement jusqu'à ce que ce dernier ne commence à céder aux pressions de Churchill. Ces pressions visaient à obtenir la reconnaissance du mouvement communiste en Yougoslavie. C'est pourquoi Draža a changé de ton. Le 12 juillet 1944, il envoie le message radio suivant aux hommes politiques serbes qui étaient au Caire. Le roi doit comprendre que chez les communistes il n'y a pas de roi. Informez nos politiciens à Londres afin qu'ils incitent le roi à sortir du piège dans lequel il est tombé. Il vaut mieux qu'il soit emprisonné que d'être en association avec les communistes. Même avant cela, Draža avait changé de ton envers les membres des missions militaires britanniques qui se trouvaient parmi les Tchétniks et qui étaient au nombre de plus de 100. U srpskoj istoriji prilično često se događalo da su predstavnici velikih sila pretili našim liderima, da su davali ultimatume, ucene i tako dalje. Međutim, Draža ništa od toga nije prihvatio. Zapravo ne samo da je odbacio sve, nego se veoma oštro ophodio prema predstavnicima velikih sila. Preciznije rečeno, za posljednja 2 veka, najmanje za posljednja 2 veka, ne znam primjer da se neko oštrije ponašao prema predstavnicima velikih sila nego što to činio Draža. Draža reçut le premier ultimatum des Britanniques le 28 mai 1943. Ils exigèrent qu'il se retire avec toute l'armée jusqu'à Kopaonik et au-delà, et qu'il remette le reste du pays aux communistes. Il avait rejeté l'ultimatum et au gouvernement yougoslave à Londres, il avait écrit « Sur ce point, je voudrais souligner
que mes guerriers et moi n'avons pas reconnu la capitulation qui nous avait été imposée par l'ennemi et que nous accepterons encore moins la capitulation des Alliés. Pendant les mois de septembre et octobre 1943, les Tchétniks ont mené des opérations majeures contre les Allemands et les Oustachis en direction de la côte adriatique et de Sarajevo, croyant que les Alliés débarqueraient depuis la mer Adriatique. Mais les Alliés non seulement n'ont pas débarqué, mais leur station de radio a attribué les victoires tchétniques contre les occupants aux partisans communistes. Voyant que le débarquement depuis l'Adriatique n'aura pas lieu, Draja ordonna à toutes les unités de revenir à la guérilla. Mais les missions militaires britanniques continuaient d'exiger l'attaque des Allemands, et qui plus est en Serbie même, là où ils exécutaient 100 Serbes pour chaque Allemand tué au combat. En parallèle, ces missions britanniques continuaient à promettre des livraisons d'armes et de munitions pour cela. Ainsi, le 22 novembre 1943, Draja écrit au colonel Miloš Radojlović : « Méfiez-vous des Anglais, ne les croyez aucunement quant à la livraison de matériel. Ils ne sont que d'ordinaires marchands qui achètent le sang humain et qui plus est à bas prix. » 4 jours plus tard, Draja envoya une dépêche à tous les commandants. « Les marchands margoulins promettent l'envoi d'un avion ou de la moitié d'un avion avec quelques guenilles et quelques fusils, mais ils posent immédiatement la condition, le sang de notre peuple, l'incendie des maisons et les exécutions en masse. Nulle part il n'y a eu de commerce plus dégoûtant et plus repoussant que celui-ci. » Draja, sur ce sujet, a soumis un rapport au gouvernement yougoslave en exil à Londres, dans lequel il est noté : « Nos relations avec la mission anglaise ont été difficiles et devenaient chaque jour toujours plus difficiles. Ils nous ont reproché une activité insuffisante envers l'occupant. Nous répondions qu'ils ne nous approvisionnent pas en armes, ni en munitions, ni en argent, qu'ils ont permis à Radio Londres et à d'autres stations de radio de nous attaquer non seulement nous, mais aussi notre gouvernement et même le roi lui-même, que les communistes nous attaquent par derrière dans toutes nos actions contre les occupants, que les communistes anéantissent tous ceux qui, parmi le peuple, respirent le patriotisme, laissant partout derrière eux des cendres et la dévastation, et que eux, les Anglais, aident ces mêmes communistes, matériellement et moralement. » Début 1944, les missions militaires britanniques reçurent l'ordre d'abandonner les Tchétniks. Ce processus a duré jusqu'à la fin du mois de mai, parce que les missions étaient dispersées sur un vaste espace géographique, sillonné par des équipages ennemis. Tout de même, les Tchétniks leur ont assuré un trajet en toute sécurité, de sorte qu'aucun Britannique n'a été tué. Il est intéressant que le major Greenlees a noté après la guerre : « Nous, en tant que représentants d'un grand peuple, nous avons reçu par des représentants d'une petite nation une leçon de bonne manière et de comportement digne en circonstances hostiles. » U socijalističkoj Jugoslaviji prirodno u fokusu je bio Dražin odnos prema komunistima. Draža je novembra 1943. godine kao neprijatelj broj 1 proglasio komuniste, a kao neprijatelj broj 2 Nemce. To je bila posljedica promjene politike od strane zapadnih saveznika. Bez te promjene komunisti ne bi ni došli u poziciju da budu Dražin, odnosno neprijatelj broj 1 četnika. Nakon teških gubitaka koje su pretrpjeli tokom operacija Weiss i Schwarz, komunističke snage u leto 1943. godine nisu brojale više od 35.000 ljudi u borbenim jedinicama i par hiljada u jedinicama koje su bile povezana sa njima. U to vrijeme jugoslovenska vojska u otadžbini bila je daleko brojnija od njih. Bez obzira na komunističku mitomaniju, činjenice govore da do dolaska Crvene armije snage pod komunističkom kontrolom nisu izvršile nijednu ofanzivnu operaciju protiv nemačkog okupatora. Ne postoji ni jedan nemački garnizon koji se predao komunistima. Znači, sem nekoliko italijanskih manjih garnizona, ne postoji ni jedna protivosovjetska operacija. Komunisti su isključivo dejstvovali protiv okupatora u odbrani. I prema komunistima Dražin stav bio je oštar i tu često nailazimo na njegove naredbe tipa bez milosti. Međutim, u socijalističkoj Jugoslaviji ni te naredbe nisu citirane, barem ne previše. To na prvi pogled deluje kao apsurd, međutim nije. Jer njima je prevashodni cilj bio da Dražu prikažu kao blagog, slabog, smušenog.
I zato im nije odgovaralo da ga prikažu kao odlučnog, pa makar i u borbi protiv njih. Les premiers ordres draconiens de Draja en vue de la destruction des communistes sont issus du Monténégro. Lorsqu'il est arrivé au Monténégro au début de l'été 1942, on était en train d'extraire les victimes des communistes des crevasses dans lesquelles on les avait jetés. L'hiver précédent, les communistes avaient massacré là un grand nombre de civils. Ainsi, le 22 juillet 1942, Draja envoya une dépêche à tous ses commandants. Avec la plus grande énergie de toutes vos forces, indirectement et directement, sans la moindre pitié, veillez à détruire les communistes dès qu'ils se montrent. Dans ces régions, leurs atrocités étaient indescriptibles. Fin de citation. Jusqu'à la fin de la guerre, les ordres de Draja étaient réitérés, soit à certains commandants en particulier, soit à tous à la fois, comme par exemple les suivants. Détruisez les communistes à tout prix. Dans votre secteur, il ne peut y avoir que vous. Eux ne méritent aucune pitié ni humanité. Au Monténégro, ils ont massacré des milliers de patriotes. Je vous ai déjà répété plusieurs fois de détruire les communistes partout et sans pitié, aussi bien au front qu'à l'arrière. Il est indispensable et très important de battre les communistes partout pour qu'on n'en retrouve plus aucune trace d'eux. En Yougoslavie, le front doit être uni. Il faut détruire sans pitié les communistes et les miliciens de Ljotić partout où ils se montrent, par tous les moyens. Il faut poursuivre les communistes jusqu'à leur extermination, même quand ils déclarent être avec nous. Ils essaient de nous tromper, comme toujours, alors que leur objectif est de mettre la main sur le pouvoir puis de tuer. Entreprenez la destruction la plus énergique sans pitié. Et malgré toutes les difficultés, je souligne particulièrement le fait que le danger communiste est toujours l'un des plus grands. Détruisez sans pitié ces criminels assassins de notre peuple. Poursuivez la purge des communistes partout où vous les entendez. Purgez sans pitié. Kao oficir, Draža je dobro poznavao komunističku ideologiju i znao je da komunisti ne bore se da participiraju u vlasti ili da u njoj učestvuju, nego da je revolucionarnim sredstvima preotmu. Za njih je revolucija osnovno sredstvo za uspostavljanje diktature proletarijata. I kako se diktatura samo nasiljem može ostvariti, tako se jedino nasiljem može isprečiti. Que pensait du général Mihailović ses ennemis, en particulier les plus dangereux, les Allemands? Heinrich Himmler, šef njemačke policije, šef SS-a, najvažniji čovjek iz Hitlerovog okruženja, u julu 1942. godine naređivao je doslovce ovako. Osnovica svakog uspeha u Srbiji i celoj jugoistočnoj Evropi leži u uništenju Mihajlovića. Upotrebite sve snage da Mihajlovića i njegov štab pronađete tako da bi mogao biti uništen. Svako sredstvo koje tome doprinese je zgodno. Komandant nemačkih trupa na Balkanu, general Lehr, novembra 1942. godine naređuje svojim jedinicama doslovce ovako. Za Srbiju glavni cilj, najvažniji cilj i dalje ostaje savladavanje Mihajlovićevog pokreta svim sredstvima. U svom referatu od 9. februara 1943. godine pukovnik, kasniji general Richard Gehlen, ističe da je 80% srpskog naroda uz generala Mihajlovića. On ističe duboku podršku tog naroda, da njegov pokret raste, da ima podršku u svim slojevima, da oni vrlo uspešno koriste poznavanje teritorije za svoje akcije. Voici la lettre de Hitler envoyée à Mussolini, datée du 16 février 1943. Compte tenu des dangers inhérents au mouvement de Mihajlović, j'ai ordonné la destruction de tous ses partisans dans les zones occupées par mes troupes. Il serait souhaitable que votre deuxième armée considère également Mihajlović et ses officiers comme des ennemis jurés de l'Axe. Et je vous prie, Duce, de donner des instructions en ce sens à vos commandants. Quoi qu'il en soit, liquider le mouvement de Mihajlović ne sera plus une tâche facile, compte tenu des forces dont il dispose désormais et du grand nombre de tchétniks armés.
Organizacione sposobnosti generala Mihajlovića su nesumnjivo njegov najveći kvalitet. On je iz Krhotina jedne potpuno razbijene vojske vrlo brzo uspeo da stvori organizaciju koja je brojala više desetina taktičkih jedinica, koja je uvezao na taj način da je prekrivao većinu teritorije Kraljevine Jugoslavije. Sve to bez hiljada oficira koje su se nalazile u zarobljeništvu. Jedini saveznik u realizaciji njegovog poduhvata bio mu je srpski narod, jer sve je rađeno u uslovima građanskog rata, suprotstavljanja socijalne revolucije, okupaciji, a bez podrške organa vlasti, saveznika. Njegov je doprinos u tome veličanstven. Samo 2 godine posle vojničkog sloma general Mihajlović je organizovao najveću protivosovjetsku operaciju na području okupirane Evrope. On je uspeo da organizuje više desetina hiljada boraca na frontu širokom preko 80 km. U Bundesarhivu u Freiburgu pronašli smo originalna nemačka dokumenta iz 1943. godine o najvećoj četničkoj operaciji protiv osovine. Ujedno, to je bila najveća operacija protiv Nemaca i protiv osovine uopšte u celoj Evropi između istočnog i zapadnog fronta. Prosto rečeno, nema primjera da je neka druga formacija, ma koja, potiskivala Nemce, toliko potiskivala Nemce ili ma koliko potiskivala Nemce u tom periodu u okupiranoj Evropi. Naprotiv, svi su se pred Nemcima povlačili. Le 5 octobre 1943, à 9h40, un bataillon allemand de Visegrad rapporte. Depuis 4 heures ce matin, subissons une offensive puissante appuyée à l'arme lourde. L'attaque s'est intensifiée à partir de 7 heures. Nord-est de Visegrad capturé par les Tchetniks. Le 13 octobre, la 369e division informa le commandement du corps. Puissante attaque tchétnique aux lance-grenades et aux canons de 105 mm sur Jabučko Sedlo, Mesići et Rogatica. Rogatica a attaqué de tous les côtés. La division se rabat vers la ligne Pale, Mokro, Sokolac. Le 15 octobre, le journal de guerre de la 369e division allemande note une conversation entre le commandant de la division et le département des opérations, dans laquelle on peut lire: le commandant de la division et le département des opérations sont d'avis de principe que l'évacuation des unités d'alerte de Sarajevo est à peine possible, car en cas d'attaque sur Sarajevo, les troupes doivent aussi être présentes dans la ville pour réprimer l'émergence d'un soulèvement. Le renforcement des forces à l'est est urgent, car l'ennemi s'enfonce lentement vers la ligne Pale, Mokro, Sokolac. Pour ce 15 octobre 1943, il est également écrit dans ce même journal de guerre: les Tchetniks de Serbie ont capturé Rogatica. La garnison elle-même s'est retirée de Rogatica sous le feu. Rogatica a été attaquée par la brigade tchetnique du Tser, venue de Serbie, avec un effectif d'environ 2000 Tchetniks. À quoi ressemblait l'armée devant laquelle la division allemande battait en retraite? Tout d'abord, elle était nombreuse. Des photographies comme celle-ci, en Yougoslavie socialiste, on ne pouvait pas oser les publier. Même les meilleures photographies des Tchetniks vues de près ont été censurées, comme celle-ci, sur laquelle on voit le major Ratchik, avec une partie des membres de la brigade du Tser. Ici, ce sont les officiers et sous-officiers de la garde royale de la montagne. Là, c'est un peloton de la garde. Là, ce sont les Tchetniks du premier corps de Ravnagora, du village de Praniani. Le major Keserovitch, commandant du corps de la Rasina, avec un groupe de ses Tchetniks. Mitrailleur de la 3e brigade volante de Jitja. Une partie de la brigade volante du corps de Lika de la division tchetnique de la Dinara. Des Tchetniks de la brigade de Kalinovic du corps de la Romania. L'état-major du corps de la Romania. Des Tchetniks d'Herzégovine. Des Tchetniks de la brigade de Vučedol. Već kad posmatramo fotografije Četnika, vidimo zašto su se pred njima povlačili i Nemci i drugi neprijatelji. Vidimo u stvari da oni ne bi bili poraženi da nije došla sovjetska crvena armija.
General Mihajlović je direktni nastavljač tradicija srpske vojske iz Balkanskih i Prvog svjetskog rata. Pogledajte samo lica njegovih boraca. Na njima možemo vidjeti istu odlučnost koju su oni i njihovi očevi imali 2 decenije ranije u Prvom svjetskom ratu. Ceci est une photographie d'un peloton d'assaut de la division de la Shumadia, prise sur le front de Thessalonique pendant la Grande Guerre. C'était ça les guerriers qui inspiraient la terreur aux différents ennemis. Le premier film sur le général Draža Mihajlović avait été tourné en 1943 à Hollywood. Il a pour titre Chetniks, The Fighting Guerrilla. Le personnage de Draža est présenté de manière positive. La deuxième fois que Draža deviendra le personnage principal d'un long métrage, ce sera en 1945. Là, une équipe de tournage d'Union soviétique est venue à Belgrade pour tourner le film dans les montagnes de Yougoslavie. Draža est représenté en compagnie d'un général allemand dont il exécute les ordres. Il habite une villa luxueuse devant laquelle ses tchétniks dansent en ronde autour d'un civil assassiné. Cette matrice a été plus ou moins maintenue dans la période qui a suivi. Čemu vi ne možete obezglaviti s takimže obrazom, većiš generalov iz naroda, Savu Kovačevića? Lors de la création du personnage de Draža pour le film Le Général, produit par Pogledi, la base essentielle était la documentation, à commencer par son apparence et sa gestuelle jusqu'à l'intrigue du film. La création d'un personnage de film dépend du scénario, en particulier des mots prononcés par ce personnage. S'il courtise un général allemand, comme dans le film Dans les montagnes de Yougoslavie, c'est un personnage spécifique. Mais si une division allemande bat en retraite devant lui, c'est un tout autre personnage. L'acteur Nikola Rakočević est la 8e version cinématographique de Draža, mais le premier à prononcer les mots authentiques de Draža Mihajlović. Trudim se da izbegnem predrasude i da prosto negde iz nekog materijala, pogotovo kad su istorijske ličnosti u pitanju, dobijem neke konkretne informacije o čemu se tu radi, ko je taj čovjek, kako govori, kako hoda, šta je njemu bilo interesantno i važno. Ono što sam ja uspeo negde iz nekih tih audio materijala koje sam dobio i video materijala da vidim, jeste pre svega da je on čovjek bio delom je i mislim da jeste istorijski intelektualac pre svega, dakle on je završio visoke škole. Primetio sam iz snimaka da je imao dosta dobro držanje, recimo da je imao jako prava leđa i da je negde prosto bio svestan, ponosan i tako dalje. Znači prosto se osjeća u tom glasu, čak i kad je sasuđen, znači to su njegovi poslednji dani, osjeća se ta vrsta nekog autoriteta koje je on zapravo nosio sa sobom za sve ljude koji su bili oko njega. Mislim da je taj autoritet dolazi iz nekog njegovog prosto, iz neke njegove pozicije i neke, dakle, naše vojne tradicije, pre svega ono što je bilo i pre početka Drugog svjetskog rata. Dans le film Le Général, Draža est vu dans une grande variété de ses humeurs, en fonction de la personne à laquelle il parle et des circonstances du dialogue. Šta da kažem narodu? Da će general svoju dužnost da izvrši do kraja. Vas više neću ni da vidim. Pokvarili ste plan na kojem smo radili 2 godine. Svi Italijani, 15 italijanskih divizija sa preko 200.000 vojnika trebalo je sad zajedno sa nama da napadaju Nemce. Komunistima je cilj da se dokopaju vlasti pa da ubijaju. 3 rata posljednja koje je Srbija osvojila, oni hoće da ponište. A koliko sam smrti video u ta 3 rata? Koliko je moje braće palo pored mene? Koliko sam ja krvi prolio?
Draja a été capturé le 13 mars 1946. Lors du procès de Belgrade, il a été condamné à mort et fusillé le 17 juillet 1946. Un régime totalitaire a pris le pouvoir, avec une propagande sans précédent contre Draja et les Tchétniks, dans les livres, les journaux, les films et par tous les autres moyens. Mais il s'avère qu'à la fin, c'est quand même la vérité qui l'emporte. Sur le plan judiciaire, Draja a été réhabilité en 2014 par une décision de la Haute Cour de justice de Belgrade. Il est donc considéré comme non condamné. Bien avant cela, sur un plan extrajudiciaire, son nom côtoyait inexorablement ceux du voïvode Mišić, de Karageorges, du prince Lazare et de beaucoup d'autres héros de l'histoire serbe, comme l'avait prédit saint Nikolaï Velimirović dans son sermon sur Draja de 1954, disant entre autres choses: dans la lutte que le destin lui a assignée, à lui et à sa génération, il n'aurait pu donner rien de plus grand que ce qu'il a donné, c'est-à-dire sa propre vie. C'est pourquoi l'histoire juste le mettra au même niveau que les chevaliers du Kosovo. Lui et toute son armée tombés au combat, tous ces braves voïvodes, ses porte-étendards, ses capitaines et ses guerriers. Car eux tous, avec leur chef, ont réalisé cet amour que le Christ énonce être le plus grand, en donnant leur vie pour leur peuple, tout comme le grand prince au Kosovo, avec son armée de croisés, et Karageorges avec ses rebelles. Toujours et à jamais la même armée, le même peuple, les mêmes principes.